Cette nuit, j'ai fait un rêve. Je suis une femme poisson. Autour de moi, le paysage est océanique. Le soleil se reflète en 1000 pixels dans une eau très chaude. Il y a un homme avec moi, au physique quelconque. Il semble bien pâle à côté de la créature fabuleuse que je suis. Nous sommes concentrés sur mes cuisses et leur chair bien tendre. On se met alors, de façon concertée et joyeuse, à les déguster à la petite cuillère. On y découpe des morceaux de poisson blanc parfaitement cuits et charnus que l'on porte chacun à nos lèvres, bouchée après bouchée. C'est délicieux. Et pendant la dégustation, je me prête à un rituel dont l'homme m'explique le protocole. Je décline mon identité, la fable de ma venue au monde. C'est une façon, m'explique-t-il, de lui donner encore plus envie de me manger. Je me prête au jeu avec jubilation. J'invente une légende exotique pour raconter d'où vient ma chair, pourquoi elle est si savoureuse et si parfaite. Après quelques minutes de bonheur partagé, je réalise que je suis en train de me dissoudre. Mes jambes ne me portent plus à force d'être grignotées. Le rêve se transforme en cauchemar. Je comprends que je ne suis plus rien. Il ne reste de moi que les miettes d'un corps parfait, concocté comme un beau repas pour l'homme. Au moment même où je pensais me régaler, célébrer les plaisirs de la vie de la façon la plus réjouissante qui soit, je disparais. Mais avant de m'effacer totalement du paysage, je tente quelque chose comme un ultime sursaut. Je continue de raconter mon histoire en souriant, mais en prononçant des mots étrangers que je suis la seule à comprendre. L'homme fronce l'œil d'un air dubitatif. Je lui explique que c'est une langue que m'ont apprise les fleurs sauvages avec lesquelles j'ai grandi. On appelle cette langue le galimatia. Je lui promets de la lui enseigner. Je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste et j'ai écrit ce livre qui s'appelle Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès. Cette passion paradoxale pour à la fois la nourriture et pour les régimes. La famille dans laquelle j'ai grandi où il y avait à la fois énormément de bouffe sur la table, une très grande famille nombreuse juive marocaine avec... En fait, à la fois une nourriture très colorée, conviviale, savoureuse, dans son aspect vraiment terrien, mais aussi une nourriture très symbolique, parce qu'il y a beaucoup de fêtes religieuses qui sont... où dans la tradition, il y a vraiment ce symbole rattaché à la nourriture. Donc chaque nourriture symbolise un événement biblique, un épisode biblique. Et un truc que j'ai repéré assez tôt, mais qui a commencé à me déranger à l'adolescence, c'était le fait que cette danse des femmes en cuisine, la complicité des femmes en cuisine, le fait que la cuisine soit si centrale pour les femmes de ma famille. Genre, qu'est-ce que t'as préparé à ton mari? Non mais il a pas assez, regarde, il a maigri, donne-lui plus. Donne-moi ça, je vais lui rajouter un peu de viande. Et toi alors, où t'en es de ton régime? C'est beau à regarder comme une sorte de lieu de sororité aussi, la cuisine, où il y a beaucoup de complicité, de confidence. C'est un lieu de sororité et d'assignation, donc il y a un truc où on est à la fois infériorisé dans cette espèce de tâche répétitive de préparer à manger, et en même temps, bien sûr, ça devient aussi un refuge où on partage des secrets. Qu'est-ce que ça t'évoque du coup pour toi quand on parle des liens entre femmes, féminisme, féminité et nourriture, bouffe, picole, manger, etc. Enfin tout ce qui est lié au fait de se baffrer quoi. Moi ce que ça m'évoque c'est que en tant que meuf, oui le rapport à la bouffe il est quand même pas maxi libéré quoi. Donc ça me fait penser aux femmes de ma famille, leur rapport à la nourriture, toutes les névroses que ça peut transmettre, etc. Bon, dans le couple parental, c'était plutôt inverse, c'est-à-dire que mon père, il avalait rien et il avait un rapport vraiment, on n'a jamais faim, il faut jamais manger, et ma mère était hyper gourmande et manger volontiers et tout ça. Donc ça, pour le coup, c'était pas classique, on va dire. Ma mère était vraiment, très très bonne vivante et mon père très très ascétique et maigre quoi. J'ai quand même vu ma tante, ma cousine, ma grand-mère être anorexique quoi. Enfin, je veux dire ne pas vouloir avaler quoi que ce soit ou alors vraiment se culpabiliser les autres. Moi, jusqu'à ma majorité, c'était relativement ça va. Enfin, j'ai pas eu trop de troubles du comportement alimentaire avant 18 piges. Mais quand je suis partie de chez moi et que je suis partie à Paris et que là j'ai commencé à fréquenter des milieux un peu plus, on va dire, underground ou alors un peu branché et tout machin, où il fallait quand même être un peu bonne, tu vois. Puis en plus de ça, il y avait beaucoup d'usage de drogue, ce qui, moi, a un peu déglingué mon rapport à la nourriture, parce que du coup, j'avais plus faim, étant donné que, j'étais pas mal usagère de cocaïne ou alors de drogue comme ça, qui coupe complètement les sensations et tout. Donc c'est un peu vers 18-19 ans que j'ai un peu sombré dans un rapport à la nourriture beaucoup plus problématique. C'est-à-dire en fait c'était un milieu qui luttait pour plein de choses et tout, etc. Mais en même temps le rapport aux meufs, moi dans les squats où j'ai vécu ou tout ça, c'était faut qu'elles soient bonnes, faut qu'elles soient fraîches,
Enfin, donc de manière générale, enfin c'était pas du tout libérateur, enfin pour le rapport à la grossophobie ou genre, enfin à ton corps et tout, etc. Et après, enfin moi très personnellement, je dois avouer, je veux dire, je suis moi-même genre imbibée de grossophobie. Je préfère les formes desquelles je vois la structure, quoi. Je sais pas comment dire. Du coup, moi-même, mon corps, s'il est trop gras, trop épais et tout, je vais pas aimer. Je préfère, voilà, quand il est plus près des os, entre guillemets. Mais en effet, enfin, je pense que c'est aussi un truc maxi-morbide. J'ai peur d'être grosse, j'ai pas envie d'être grosse, j'aime pas les corps gros, enfin, j'aime pas. C'est genre, je vais pas le rejeter et tout. Et si une copine... et maxi complexée parce qu'elle a grossi ou quoi, mais enfin évidemment que je vais être genre en mode mais pas du tout. Et puis il y a des tas de corps gros que je trouve beaux, mais pour moi-même et dans mes goûts en termes de choix de partenaires sexuels et tout, j'avoue c'est pas easy quoi le rapport à ça quoi. Donc c'est bien qu'on en parle maintenant comme ça, voilà, c'est dit quoi. Moi je peux pas m'empêcher de constater que toutes les meufs que je connais ont des troubles du comportement alimentaire. Il y en a très peu en fait que je connais qui ont pas de problème en rapport avec ça. Aussi la haine de soi, le fait de pas aimer son corps, de désirer qu'il disparaisse et tout machin. Donc forcément c'est des constructions sociales, ça aussi. Un truc aussi assez pédophile en fait. Enfin quand on voit qu'on aime les corps qui disparaissent tout à fait, qui n'ont aucune. Oui, la sexualisation de corps prépubères. Oui. Voilà, qui n'ont pas d'âge, qui n'ont pas de poils, enfin ou alors qui sont juste ouais, enfin c'est ça prépubère, c'est quand même assez badant quoi. Ce que ça m'inspire, c'est que c'est hyper important d'essayer de relier peut-être plaisir et corporéité et en effet lutte féministe, anarchiste, tout ce que tu veux. Parce que pour revenir quand même sur les milieux que j'ai fréquentés, qui pouvaient être un peu genre oui anarchisants, punk, underground et tout, ouais il y avait quand même ce truc très viriliste, très au final même un peu très sportif, tu vois, en fait il faut avoir des corps inattrapables, tu vois, genre des corps qui se soustraient. J'ai l'impression quand même dans pas mal de milieux militants aujourd'hui, il y a un rapport au plaisir qui a été quand même un peu oublié ou en tout cas pas pensé dans une dynamique de lutte ou. Bah oui, mais il y a ça aussi même pour la consommation de manière générale. Tu vois, si tu t'achètes des choses, enfin voilà, si tu vas être dans la consommation, tu vas être du côté de l'ennemi. Et en même temps, il y a vraiment ce truc, voilà, ça va être petit bourgeois. Donc ça, là-dessus, je suis plutôt dans un truc, j'essaye d'en rire, quoi. Ma mère venait d'une famille bourgeoise, mais mon père est un fils de prolo. Et donc, moi, le foyer dans lequel j'ai grandi, on cuisinait pas, on mangeait que des trucs, enfin, tu vois, tout fait, charal et tout. Donc, moi, j'ai un rapport au fait de faire la cuisine, par exemple, je sais pas du tout faire. C'est un peu rude d'ailleurs d'habiter dans la vallée de la Roya, tu vois, pour ça, parce que les gens sont en mode repas partagé, tu fais la tour, tac, machin, le bio, tout ça. Moi, j'ai pas du tout cette éducation, parce que c'était plus. Bah, du coup, de fait, de grandir dans une société patriarcale, c'est plus mon daron qui donnait là à la maison, et puis ma daronne ne cuisinait pas parce qu'elle était éduxpée et tout, elle avait pas le temps. Et quand bien même elle a bénéficié du privilège bourgeois, nous c'était plus en mode ouais, on achetait des trucs tout faits tout le temps quoi, boîte de conserve, trucs comme ça. Et donc aujourd'hui même, tu vois, de vivre dans un milieu un peu genre plus écolo et tout machin, j'ai grave du mal avec le fait de faire à manger. Genre si je suis invitée chez des gens, il faut cuisiner pendant 1 heure. Enfin moi ça me paraît encore très bizarre, tu vois. Enfin j'ai un peu du mal avec ça. Oui, c'est bien de lutter pour l'écologie, pour un monde meilleur, etc. Pour d'être ensemble, mais c'est bien aussi de bien bouffer, de bien boire. Et ça c'est un truc que j'essaye de mettre en place dans ma life, mais ça me prend beaucoup de temps. C'est vrai que moi pour moi-même je vais avoir vraiment du mal quoi, à genre bien manger, bien cuisiner, prendre le temps. Mais oui c'est un truc qui est chouette sur ce territoire en effet, de genre politiser aussi voilà la manière qu'on a de manger ensemble, boire ensemble, organiser des fêtes autour de ça. Moi, ça me change beaucoup, enfin, d'avoir quitté un style de vie qui était très citadin, très engagé dans des luttes, enfin voilà, urbaines et tout. Ouais, de fréquenter des gens aussi qui dédient leur vie à la production, par exemple, de nourriture. Moi, c'est un truc de dingo, tu vois. J'ai plein de copains là qui font du fromage, qui s'engagent dans des pratiques agricoles, paysannes et tout. Je suis trop fan. Je me dis, mais en fait, c'est essentiel et oui, bien sûr que ça doit... Ah voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est ce truc de la santé. C'est qu'en fait, bon là, voilà, j'ai bientôt 32 piges et tout, machin, c'est pas du tout un thème qui me touchait jusqu'à maintenant, sauf que, bien sûr, y a des potes qui commencent à tomber malades, décéder, tout ça, machin, les cancers et tout. Du coup, je suis en mode, c'est bêtement politique, en fait, mais c'est un peu le truc de base, c'est genre, est-ce qu'on a un truc à proposer pour, genre, essayer de vivre en bonne santé aussi, parce que... Enfin, on est entouré d'un monde qui nous déglingue les organes en permanence et qui fait qu'on va peut-être mourir jeune, en fait. Enfin, là, moi, en ce moment, je suis un peu dans des trucs comme ça aussi, quoi. Oui, moi aussi. De genre, mais en fait, est-ce que on est capable de, dans nos luttes, aussi faire gaffe à notre santé? Oui, je suis un punk, mais bon, je fais gaffe maintenant. Je fais gaffe, je bois des bières sans alcool, je fais l'exercice tous les jours. C'est ça, c'est que je veux que mon corps, il dure dans le temps, parce qu'en fait, ce système, il me veut triste et impotente, et non, moi, je veux être capable de lui résister, et donc pour ça, il faut bien bouffer, j'imagine. Dans quelle forme de bagarre tu veux mettre ton corps aussi, quoi. Donc sans être dans un truc non plus trop militaire, en mode, voilà, mon corps doit être prêt à la guerre et tout,
Mais oui, c'est aussi résister que de faire en sorte d'éviter le poison qu'on nous met dans le cul tous les jours, quoi, j'imagine. Même si c'est pas facile de l'éviter, ce poison. Manger local, c'est pour les prolos, c'est-à-dire en fait, voilà, tu manges des patates, tu manges des lentilles, des trucs très simples, pas chers, bons pour la santé, qui te déglinguent pas. Et en fait, c'est très bien parce que t'es moins malade, donc en fait, t'as tout intérêt à manger comme ça. Donc moi, j'ai commencé à avoir des TCA, donc troubles du comportement alimentaire, je dirais vers 20 ans. Donc j'ai fait un peu d'anorexie, j'ai fait aussi de l'hyperphagie, ce qui d'ailleurs à l'époque était pas super connu. Donc là j'ai plus mangé, enfin disons que la bouffe était plus un truc, une bouée de sauvetage quoi. Donc là j'ai développé un truc différent, c'est-à-dire la plupart du temps je mangeais peu, enfin je mangeais le moins possible, mais par contre des fois je basculais dans un truc inverse qui faisait que je mangeais tout ce qui était à la maison. Il y a beaucoup de meufs qui vont se reconnaître là-dedans. C'est donc des crises d'hyperphagie, c'est-à-dire en fait tu pètes un boulard, tu manges tout ce que tu peux trouver, après tu te détestes, et après les 3 jours d'après tu manges rien parce que tu t'en veux de ouf d'avoir mangé, je sais pas, 1 kilo de nourriture quoi. Enfin, donc c'est horrible, et en même temps c'est important d'en parler je pense. Après voilà, enfin moi mon rapport à la bouffe il était très lié aussi à la consommation de cocaïne, c'est-à-dire la cocaïne coupant la faim. Je pense que ça m'a entretenu dans un rapport un peu militaire au fait de pas manger. Et donc j'avais perdu un peu toutes mes sensations. Enfin par exemple, encore aujourd'hui, j'arrive pas trop à savoir le sentiment de satiété. Oui, la société nous encourage à être mince, à être efficace, à être speed et tout. Et puis de toute façon, la coke, c'est vraiment la drogue capitaliste par excellence, donc y a rien à dire là-dessus. Mais je remarque aussi que selon les troubles dans lesquels tu vas être, tu vas plus déranger tes potes. Dans certains cas, et dans d'autres, tu vas souffrir en silence, tu vas grossir dans ton coin, tu vas être dans une forme de désespoir avec tout autant d'idées suicidaires, enfin, ou plus d'idées suicidaires. Et là, le fait est que comme c'est discret ou que ça disparaît, les gens s'inquiètent moins. Bref, je sais pas trop où je vais avec ça, c'est pas encore très clair. Dans tous les cas, enfin, la société nous encourage aussi pas mal à se taire sur ce genre de truc. Enfin, encore une fois, hein, moi je veux dire, j'ai beaucoup de copines féministes, je veux dire, on parlait de beaucoup de choses et tout. Notre rapport à la nourriture, ça peut encore des fois être un truc dont on parle pas. Hein. Ouais. À quel point on partage en fait là-dessus et à quel point on s'accompagne dans ce qui peut être douloureux, dans ce qui peut être aussi parfois culpabilisé. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on parle de nourriture, mais j'ai l'impression qu'on peut aussi dézoomer sur d'autres nourritures, d'autres plaisirs, quoi. Que ce soit du côté du plaisir ou aussi du côté plus morbide. Mais toutes ces choses-là dont en fait c'est difficile de parler parce que c'est à la limite de toi-même. Enfin, c'est à la limite de j'ai plus envie de vivre ou alors comment on fait quoi pour s'aider à avoir envie de vivre quoi. Mon rapport à la nourriture, il est indissociable de mon rapport à la drogue, au sexe aussi parce qu'en fait je ne me trouve sexy que si je suis mince. La neuroatypie, les troubles divers que j'ai pu avoir ou avoir eu, ça a affecté tout le temps mon rapport à la nourriture, tout le temps. Enfin, c'est jamais dissocié de tout ce tissu-là, de le milieu que je fréquente, les personnes avec qui je baise. Pour moi, c'est plus un symptôme, le rapport à la nourriture. Ouais. Parmi d'autres, quoi. Ouais. Dernière question, du coup, tu sais, la partie plus feel good, en mode qu'est-ce qui fait kiffer dans la bouffe, le fun, tu vois. C'est grave. Mais là, j'ai trop envie de faire des raclettes, là, parce qu'il va faire... Putain, mais tout le monde dit raclette. Il va faire froid et tout. Non, mais là, c'est parce qu'on est en décembre, je pense. Mais non, moi, sinon, il y a un truc que j'ai toujours kiffé, vraiment toujours, c'est les pique-niques, les apéros, genre le fait de ramener là les trucs, genre, je sais pas, du vin, du houmous, des cornichons, du pain et tout. D'avoir beaucoup de choses à partager. Et oui, après, ce que j'apprends ici, plus dans la vallée de la Roya, c'est genre... Plus local, fait main. Voilà, donc ça, c'est un truc que plus je suis en train d'apprendre en vivant ici. Mais genre, tu connais la personne qui a fait le pain, tu connais la personne qui a fait la pâte d'olive, l'huile d'olive, tu l'as acheté à une pote, enfin... Donc ça aussi, c'est un truc qui fait quand même grave plaisir de... putain, je mange des trucs trop bons avec des gens que j'adore. Et en plus, c'est eux qui les ont fait, ou alors on sait très bien qui est-ce qui l'a fait, la personne est là aussi. Enfin, mon petit péché mignon, c'est les cornichons, voilà, petit, acide, efficace. Voilà, petit truc, bah écoute, c'est un beau mot de conclusion. Mon péché mignon, c'est les cornichons. Ce sera le titre. C'est assez saisissant de voir certains témoignages, notamment je pense à celui de Leïla qui est très particulier, où elle dit vraiment de façon hyper franche et simple des choses qui, moi, j'osais pas forcément le dire comme ça, quoi. Donc notamment justement cette intuition de départ qui était la mienne, que toutes les femmes, à un moment ou à un autre de leur vie, affrontent un truc qui s'approche des troubles des conduites alimentaires. Comment on définit ça ? On définit ça par l'envahissement psychique perpétuel de questions d'anxiété alimentaire. Et anorexie et boulimie, souvent on le définit de façon hyper réductrice en considérant que c'est juste en fait certaines statistiques, certains taux de rapport poids, taille, etc. Il y a des femmes qui sont rondes et qui sont anorexiques, il y a des femmes qui sont très maigres et qui sont boulimiques. Or, y compris chez les médecins, c'est souvent ça dont on tient compte.
Donc effectivement, il y a un spectre plus large qui est celui de cet envahissement du champ psychique perpétuel par des questions liées à l'alimentation, à qu'est-ce qu'on va manger, comment on va le compenser. C'est une vraie discipline que beaucoup de femmes s'imposent à pas forcément toute la vie, hein. Enfin, je veux dire, il y a plein de femmes qui se reconnaîtront pas dans ce que je dis au moment T, mais qui ont traversé des moments comme ça, c'est-à-dire à compter. Alors, c'est pas forcément compter les calories, chacune trouve sa façon de faire, mais ça peut être... en fait, c'est toujours une histoire de compensation. C'est toujours une histoire de, là, j'ai trop mangé, j'ai trop bu, j'ai fait des excès, et donc je vais compenser soit en faisant du sport, soit en ne mangeant pas, en sautant un repas, en me faisant vomir. Je pense que vraiment toutes les femmes sont passées par quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la façon dont toi qui travailles dans la production alimentaire, est-ce qu'il y a des progrès qui ont été faits, ou comment ça se passe en fait d'un point de vue femme, féminisme, féminité et alimentation, du point de vue de la production alimentaire en elle-même? Je fais du maraîchage diversifié. Bon, actuellement, je suis en alternance dans une petite ferme en bio à Villeneuve-Loubet. Le maraîchage diversifié, ça veut dire qu'on produit des légumes et de tout. En parallèle, je fais de la BD pour Le Mouet, où j'aborde le monde de l'agriculture sous différents angles. Et la première édition, du coup, c'était agriculture et féminisme, où je suis revenue donc sur le monde agricole et son aspect assez viriliste. Il y a un gros gap en fait entre le reste de la société et les avancées féministes du reste de la société et le monde agricole qui est quand même vachement à la traîne là-dessus. Elles avaient le statut au départ d'aide familiale, puis de collaboratrice d'exploitation, et enfin elles ont dû être déclarées, mais c'est assez récent. Et du coup, il y a eu un gros gap de salaire vu qu'elles vivaient juste sur les revenus du mari, de l'entreprise, mais elles faisaient un travail, mais du coup elles ne cotisaient pas. Donc là, actuellement, on se retrouve avec un gigantesque écart, notamment dans les retraites, parce que du coup elles n'ont pas cotisé quasi toute leur vie. L'agriculture et le cercle familial, en fait, il est très lié, comme en agriculture en général, tu taffes 365 jours par an. En général, je crois la moyenne c'est 54 heures par semaine de travail, donc en fait c'est indissociable des sphères familiales. En général, les hommes du coup qui vont gérer l'aspect extérieur entre guillemets à l'entreprise, le monde, le reste du monde, donc tout ce qui va être relation avec les commerçants pour vendre, pour machin, tout ce qui va être après sur place technique, et les femmes vont plutôt être en maraîchage ça va être la pépinière, en élevage ça va être s'occuper des veaux, de tout ça, et surtout c'est elles en général qui gèrent l'administratif. Notamment il y a une super BD qui s'appelle Il est où le patron? Ah oui. Voilà, et du coup là-dedans t'as des témoignages assez intéressants, notamment de femmes qui se sont installées donc avec leur conjoint et qui à la base avaient conscience de ces problèmes-là, voulaient pas retomber là-dedans, et en fait au fil de l'organisation de tout, de machin, elles se retrouvent quand même à faire ça, et du coup elles se disent putain, comment ça se fait que même en ayant conscience de ces rôles genrés-là, on retombe. Là, tu fais du bio, mais t'as bossé aussi enfin, t'as fait une formation dans le gros industriel qui tâche avec des vaches, du lait, de la viande. J'ai fait un mois de stage dans une entreprise laitière bovine en Bretagne. Moi, il y avait 100 vaches, 88 génisses. Moi, c'était mon premier pas dans le monde agricole. Ils avaient hésité à me prendre parce que sur mon CV, il y avait marqué que j'avais un intérêt pour les causes sociales et écologiques. Enfin, t'étais végétarienne, non, déjà? Ouais, mais du coup j'avais caché mon végétarisme parce que on mangeait tous les midis ensemble, et on buvait aussi parce que clairement on buvait beaucoup. Et au départ j'étais en mode oui, j'aime pas trop machin, mais je voyais bien que j'étais chiante, voilà, et que si je posais le végétarisme direct, ça allait créer des conflits, donc je me suis remise à manger de la viande pour ce moment-là. J'ai pu découvrir aussi le sexisme latent du milieu et du coup observer clairement le genrage des rôles. En fait, les gens qui faisaient les choses visibles entre guillemets, donc qui mettaient en place les barnums et tout, c'était que les hommes, et les femmes étaient avec les enfants ou à faire du maquillage ou à préparer les stands, mais genre à mettre les trucs, comme à l'ancienne temps dans les campagnes, les petites nappes, les machins, et voilà. Et dès que je prenais un truc, on me le retirait systématiquement des mains parce que non, et j'ai dû genre prouver ma force en portant un truc lourd, quoi, des couilles aussi.
Bon, il y a clairement du sexisme de toute façon dans toute la société, mais c'est assez exacerbé aussi dans le milieu agricole. Le RAR, c'est un groupe de personnes bénévoles qui s'organisent pour faire du maraîchage et du coup des gens qui viennent filer un coup de main sur des terrains qui sont prêtés par des exploites et en échange en fait ils rendent des petits coups de main. Et après, la bouffe est utilisée, redistribuée ou utilisée pour ravitailler les milieux de lutte. Et en fait, donc ça se passe à Angers. Là-dedans, elles se sont rendues compte que le savoir était concentré auprès des personnes genrées masculines. Les personnes qui leadaient, qui dirigeaient, c'était toujours quasi les mecs. C'est les hommes qui disent quoi faire. En parallèle, du coup, elles ont monté un groupe de gestion des VSS pour savoir comment gérer ça au sein de nos milieux et pas juste faire genre non ça n'existe pas. Et du coup après elles ont commencé à dire en fait ce serait cool que y ait de la transmission de savoir et que du coup les femmes et les personnes genrées féminisées prennent part de ces savoirs et puissent aussi l'idée des ateliers. Et donc, elles ont mis en place des chantiers en mixité choisie, donc sans hommes cis. Ce que ça a fait, c'est que ça a ramené énormément de monde et maintenant, dans les chantiers, du coup, qui sont pas en mixité choisie, avec tout le monde, et en fait, il y a une parité, alors que c'était pas le cas avant. Les lieux en mixité choisie, c'est génial pour justement se redonner de la confiance, pour pas avoir le male gaze, le regard masculin en fait qu'il y a quand tu taffes, surtout quand tu taffes physiquement. Voilà, du coup, si tout le monde est d'accord, on peut se mettre topless, on peut faire. Enfin voilà, il y a une liberté et une reprise de confiance vis-à-vis des savoirs fondamentaux que des meufs pouvaient avoir déjà même à l'époque où c'était les mecs qui leadaient. C'est tout le courant écoféministe qui prétend du coup qui maintenant investit la production de vin, l'élevage, l'alimentation, etc. Et ça commence vraiment à se développer. Ce qui m'avait plu dans ces chantiers en mixité choisie, c'était que c'était une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de fonctionner. Et en fait, ça prend le féminisme comme base organisationnelle dans l'agriculture, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Et ouais, c'est sûr que ça tend à se développer un peu plus, même si on est toujours un peu à la traîne, mais ça tend à se développer un peu plus. La question traditionnelle qu'on me pose à chaque fois, c'est qu'est-ce qui te fait kiffer au niveau de la bouffe ? Les sushis. Les sushis ? Ouais, j'ai dit que j'étais végétarienne, mais t'as menti. Pour les sushis. Parce que toi, les poissons n'ont pas d'âme, c'est ça ? Non, mais ouais, je pense que les sushis et le tiramisu. Et je suis intolérante au lait aussi, du coup vraiment rien ne va, donc oui. Voilà. Je viens d'un endroit où les gens aiment manger. Surtout être rond, bien portant. Si t'es trop maigre, t'es malade, tu peux pas porter des enfants, t'as pas assez d'hanches, ça ne va pas. Donc c'est des petites viandes trempées dans de la matière grasse, c'est des pot-au-feu, donc il n'y avait pas de problème particulier avec la nourriture. C'est un peu ce qu'il y a en Mauritanie ou dans d'autres pays où on gave les petites filles pour qu'elles soient rondes. C'est pas du tout ici, c'est ventre plat, taille mannequin. Et quand j'étais petite, moi je refusais de manger ce que ma mère me donnait. Par rapport aux autres filles ou ma famille, j'ai développé un refus de manger tous ces trucs qui sont gras. J'ai grandi à Djibouti, où c'est une base militaire où il y a beaucoup d'armées françaises. Donc mes copains m'appelaient coup de crêpe. Pourquoi coup de crêpe ? Parce que j'avais pas de fesses et j'étais trop maigre. Cul de crêpe. Ça veut dire quoi coup de crêpe ? T'as le même cul que les Françaises. J'aime la table, j'aime recevoir des gens, j'aime faire à manger. Et je me suis dit, je peux pas rester toute la journée enfermée dans un bureau. En plus, je suis devenue maman et j'ai doublé de volume. J'avais pris pour ma fille 27 kilos pour ma première. Ma grand-mère, elle y croyait vraiment dur comme fer, que être maigre, d'avoir un ventre plat très sec, tu n'es pas apte à concevoir un enfant. Tu dois grossir un minimum au niveau des hanches et du ventre. Et quand on allait, on doit prendre encore plus de poids. Donc moi, j'avais encore ces critères de chez moi. Quand j'accouche,
C'est de la potée, c'est des saucisses de morteau avec des... Ici, vous dites qu'il faut prendre du fenouil, boire de la bière, des choses qui sont... Et il y a des femmes en France qui allaitent des enfants pour perdre du poids. Donc, parce que le bébé, il mange toutes tes réserves. Alors que l'inverse de chez nous, c'est tu en prends pour en donner. Ensuite, j'ai fait un deuxième bébé, une autre petite fille. J'ai continué à une volonté de ne pas maigrir. J'aime être forte, j'aime faire un peu la Maïté black. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert un resto. Par amour pour la nourriture, pour donner. Pour donner, je cuisine des choses pour toi, je veux que ton palais il soit content. J'ai pas cette habitude de recevoir des gens à la maison. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Du coup, je me suis dit, bon, en ouvrant un restaurant, la table de maman, c'est une combinaison de maman et d'Isman. Et je vais partager cette nourriture avec eux. La corne de l'Afrique, c'est on pose l'assiette, celui qui a ou celui qui n'a pas, on mange dans la même assiette. C'est pour ça que je fais cette assiette commune. Et en Éthiopie, de toute façon, c'est l'assiette traditionnelle, elle se mange comme ça. Avec l'alimentation extrêmement transformée, le taux d'obésité en France, il est en train d'exploser, le diabète et tout, Après, tout le reste. Les pauvres, c'est souvent parce qu'en fait... C'est souvent les pauvres qui disent mais la junk food, elle est plus chère que d'acheter des vraies nourritures. Moi, je fais des courses, mon frigo, des fois, il est vide. Si j'achète quelques petits éléments qui m'ont coûté 30 €, j'ai fait 4 repas, 5 repas, avec du poisson, avec de la viande, mais ces pizzas et ces choses déjà préparées, parce qu'on grandit pas dans un foyer où tu vois la maman cuisiner, le papa cuisiner. C'est une éducation aussi quand tu n'as pas ça, et qu'on t'a toujours acheté un petit burger, parce que tu es né dans les années 2000, et qu'aujourd'hui, tu peux plus cuisiner. En France ou en Europe, il y a une grande problématique avec le rapport au corps, le mental. Moi, je le qualifie avec un manque d'amour profond lié à la mère. Mon plat préféré, c'est à base de viande. C'est l'agneau, qu'il soit rôti, qu'il soit fondu, qu'il soit bouilli, l'agneau sur toutes ses formes, c'est mon plat préféré. Si on n'a pas traversé ça, je me demande si on s'en rend compte, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui te parlent énormément de plaisir. Je pense notamment à... il y a Maman qui est comme ça, qui parle de notion de plaisir, et je pense que ça, c'est parce qu'évidemment que la bouffe, c'est évidemment lié au plaisir, heureusement. Et ça aussi, c'est un truc qu'on ne sait pas souvent, mais y compris chez les anorexiques, qui, parce qu'elles se privent, développe un rapport intense à la nourriture. C'est comme c'est comme un amour secret, quoi. Enfin, il y a vraiment quelque chose de transgressif et de jubilatoire dans la nourriture pour les anorexiques. Mais il y a aussi, je pense, une petite politesse à avoir quand on répond à une interview sur la nourriture, en particulier quand elle est menée par un homme. De se dire, bon, et puis face caméra, enfin, il y a quand même tout un truc où on se dit, je vais pas gâcher l'ambiance. Ça, c'est une injonction qui pèse beaucoup sur les épaules des femmes. On va pas la ramener avec nos problématiques de troubles d'anxiété alimentaire, de troubles des conduites alimentaires que personne ne comprend et dont on parle jamais à personne, y compris entre femmes. C'est un truc très secret. Et moi, c'est ça qui me fascine le plus, en fait. Tu disais que c'était un des derniers tabous sur notre société, c'est l'alimentation féminine, ce qui est assez dingue. C'est totalement vrai, et d'ailleurs, un truc qui m'a sidérée aussi, c'est que Leïla, qui est l'une de tes invitées, le dit, alors qu'elle parle de ses copines très très engagées, très féministes. Elle dit qu'elle traîne dans des milieux où vraiment quand même, où logiquement la parole devrait être libérée sur ce sujet. Libérée, voilà. Et elle dit, c'est un tabou, on n'en discute même pas entre nous. Une femme a cette injonction-là à servir, à être appétissante, à préparer de bons plats et à pas la ramener avec ses angoisses. La bonne cuisine à maman, enfin la cuisine traditionnelle, c'est pour les femmes, mais la grande cuisine, du coup, là... Les hommes ont écrit sur cet art et ont été autorisés à le faire. Enfin, il y a vraiment une expertise culinaire qui est entièrement réservée aux hommes, une cuisine professionnelle qui est entièrement réservée aux hommes, et qui les exonère du péché de manger quelque part. Enfin, on n'a pas de honte à manger à partir du moment où c'est un art lié à ce qu'on appelle le patrimoine, qui porte bien son nom, qui est vraiment très masculin. Ça t'évoque, toi, les rapports entre patriarcat, féminité, féminisme, alimentation? Faut savoir que moi, je viens du Sud-Ouest. Dans le Sud-Ouest, on a un rapport un peu particulier à la bouffe, dans le sens où, en tout cas de ce que moi j'ai vu, on est encore à l'époque des cavernes où l'homme va chasser, ramène à manger, et maman
Et maman fait à manger pour toute la patrie, quoi. Mais chez nous, c'est mon père qui faisait à bouffer beaucoup, énormément, très bien. Et en fait, on avait cette injonction à bouffer. Et t'avais jamais faim, puisque tu bouffais tout le temps, tu vois. Et sauf que, à un moment donné, tu deviens ado, et que quand tu manges bien, en général, ton corps te le rappelle, quoi. Et donc, deuxième contrainte, maigrir. Comment faire pour ne pas grossir? Et donc j'ai toujours plus ou moins vécu avec cette idée-là de me dire putain, mais la bouffe est un problème. Mais à côté de ça, c'est un plaisir parce que quand tu manges bien, et la deuxième contrainte que moi je pouvais avoir, c'est que je faisais du cirque. Et que du coup, il fallait que j'ai de l'énergie toute la journée, tu vois, pour pouvoir faire tous les entraînements, pouvoir faire les spectacles, etc., etc. C'était bon, il fallait faire attention à ce que je bouffais, mais en même temps, ce qu'il y avait à table, c'était pas forcément des trucs qu'il fallait pour avoir la bonne énergie. En fait, c'est les voyages qui m'ont inculqué le fait que non, la nourriture, c'est pas une contrainte. Il y a 3 choses quand tu voyages qui sont fondamentales et universelles, c'est le sourire, la musique et la bouffe. Où je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un langage universel, même si chacun a ses spécialités, mais qu'en fait, c'est aussi l'universalité dans la convivialité. Et ça peut être un plaisir, en fait, tu vois. Et cette différence de goût, ces différences de saveur, ces différences... Et donc, je me suis mise à bouffer, mais par plaisir, tu vois. Jamais forcément trop, mais du coup, quand pour moi c'est devenu un plaisir, et je me suis mise à manger tout le temps. J'ai cette chance-là d'être assez active et de pas trop prendre tu vois, de poids et trucs quand je mange, mais en fait pour moi la bouffe c'est devenu... Si j'ai faim, je vais pas acheter des bonbons ou des gâteaux. Si j'ai faim, je vais aller acheter un poulet rôti et je me le fais. J'ai aucun problème avec ça, quoi, tu vois. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. En revanche, les gens qui me regardent manger, eux, ils ont un problème. Et une femme qui mange, c'est une ogresse, quoi. C'est une femme qui peut te manger, en fait. Moi, j'adore manger avec les doigts, tu vois, par exemple. Mais c'est pas parce que je mange le poulet que je vais te manger toi. Et puis, si tu veux pas que je te mange, il vaut mieux que je mange un poulet, tu vois. Parce que si j'ai faim, je suis insupportable, tu vois. Et j'assume ça, en fait. Du coup, la bouffe, maintenant, pour moi, c'est devenu vraiment quelque chose de l'ordre du partage. Aux yeux des gens, tu vois, t'as toujours ce petit truc de dire oh là là, tu manges beaucoup, hein, mais dis donc, oh là là, tu vas grossir, oh là là, et alors? Et quand bien même, et tu vois, ces injonctions-là, ça commence à me trotter. Oh là là, je vais avoir un gros cul, ça y est, j'ai 45 ans, je vais avoir les fesses qui tombent, enfin le poids de l'attraction terrestre complètement normal et contre laquelle tu peux rien, quoi, tu vois. Et donc, du coup, de commencer à réfléchir, à me dire bon, peut-être qu'il va falloir que je mange moins, nanana. Et donc, je te dis pas que ça devient un problème, mais en tout cas, ça devient un questionnement, tu vois, où aujourd'hui, je me dis, il va falloir quand même peut-être réduire les portions, peut-être fait sauter un repas, tu vois, ton goûter, t'es pas obligé de manger un poulet, quoi. Parce que moi, tout le monde m'a toujours pris pour une boulimique, hein. Tu vois, quand ils me voient bouffer, là, tu vois, quand ils me voient bouffer mon plateau, ils sont convaincus que dans 10 minutes, je vais aller vomir. Hein. Moi, je te garantis que dans 10 minutes, je vais prendre un dessert, quoi, tu vois. T'as des stéréotypes, quoi, tu vois. T'as des stéréotypes, et elles ont 15 ans, il faut qu'elles soient minces, il faut qu'elles soient ci, il faut qu'elles soient ça. Et puis quand elles arrivent à 20 ans, elles sont injectées des trucs dans les fesses parce qu'elles veulent des grosses fesses, mais pas un gros ventre. Je comprends pas le concept d'aller au restaurant manger une salade, quoi, tu vois. Alors oui, il fait chaud, etc., mais meuf, la salade, tu peux la faire chez toi. L'adolescence à fond, dans le sport, dans le trapèze, etc., où là, tu fais 5 repas par jour avec des pâtes, du poulet, tu vois. Et encore une fois, ça devient une contrainte parce que c'est pas du bon que tu manges, tu vois. Ça t'amène il faut des protéines. Tu manges de l'énergie. Tu manges de l'énergie pour pouvoir la dépenser. Arriver à l'adolescence où tu fais 5 repas par jour, c'est toujours la même chose. C'est quand même encore une contrainte. De te dire, mais en fait, la nourriture, c'est un problème pour l'humain, quoi. Donc j'étais pas trop femme. Enfin, tu vois, j'ai plus jeune adulte, quoi, tu vois. Et donc j'ai eu ce petit, et je l'ai allaité. 2 ans. Ouais, mais pour allaiter 2 ans à 20 ans, t'as intérêt d'en ingurgiter de l'énergie. Et puis vu que tu l'allaites, il faut que tu lui donnes l'énergie. Ouais. Donc la question est de se dire, bon, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à bouffer du magret de canard et des sangliers et des cygnes toute la journée? Ou voilà, il faut que tu fasses attention à ton alimentation, à ce que tu bois. Et donc du coup, ça aussi, ça m'a réconcilié avec la bouffe, tu vois. De me dire, encore une fois, la bouffe, c'est pas une contrainte. Et ça peut être un plaisir et en plus partagé. Aujourd'hui, il a 24 ans. Il est avec une petite chérie qui était anorexique. C'est lui qui fait à manger. Alors, il va pas chasser, hein, toujours pas. Mais il a cette notion de plaisir à chaque repas, quoi, tu vois. Et je me rends compte que l'injonction que moi j'avais avec les garçons quand j'étais petite, et lui, c'est tout l'inverse avec sa chérie aujourd'hui. Tu vois.
De dire, moi, les plats, je vais continuer de les faire. Tu veux les vomir, tu veux pas les vomir. En tout cas, je vais continuer de les faire parce que c'est peut-être comme ça qu'on va réussir à te soigner. Plus ça va, mieux ça va avec elle. Et qu'il a cette notion d'importance de savoir d'où vient ta viande, de savoir d'où viennent tes légumes. Et c'est presque un outil de partage et de bonne santé. Encore une fois, il y a ce truc de patriarcat de dire elle bouffe, elle boit, non, ça va prendre ma place, quoi. Non, je te la laisse ta place de merde, quoi, tu vois. Laisse-moi la mienne, j'ai déjà assez à faire avec moi. Ne me laisse pas avoir faim, parce que le poulet, ça va être toi, quoi, tu vois. Donc laisse-moi tranquille avec mon truc et continue-toi avec le tien. Et la vie va aller bien, on va bien s'entendre et on pourra même le partager, le poulet. Qu'est-ce qui te fait plus kiffer dans l'alimentation ? Ça va être les fruits de mer, les huîtres, encore une fois, le magret de canard, le foie gras, les plats en sauce, le cassoulet. Je suis capable de faire à manger à la graisse de canard tous les jours, tu vois, ça me gêne absolument pas. Avec du vin, et puis on n'en parle plus, hein. Voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir de dessert, tu vois. Moi, c'est ça. En fait, pour moi, un bon repas, c'est ça. Il n'y a peut-être pas forcément besoin d'entrée, sauf si c'est un bon pâté, tu vois. On vient de manger dans un truc éthiopien. On a pris le temps, on finit, c'est froid, c'est quand même bon, c'est convivial, c'est chaleureux. C'est la vie, quoi, tu vois. Voilà. Bon, moi, à chaque fois que j'ai interrogé des femmes, elles commençaient par une forme de déni, en me disant moi, j'ai pas de problème avec la nourriture. Et je pense que encore une fois, je te disais, et dans les interviews que tu mènes, on le sent aussi. Il y a une sorte de, encore une fois, comme une politesse, quoi. Ça se fait pas de... Même si on t'interroge là-dessus, tu n'oses pas tout de suite parler de ça. Si on fait la somme de toutes tes invitées, je trouve qu'il y a la constellation de tout ce que j'ai pu étudier dans mon livre, à savoir, en fait, à tous les moments de leur vie, toutes les surveillances dont les femmes font l'objet sur leur corps, sur ce qu'elles ingèrent, quoi. Je pense à Edwige, qui te dit, moi je suis née dans une famille du sud-ouest, donc c'est la convivialité, la fête, il y a de la bouffe partout, c'est génial et tout. Et attention, comment on fait pour maigrir tout en étant dans cette famille-là et en participant à cette fête-là? Et puis à un autre moment de sa vie, elle a dû allaiter, donc il a fallu qu'elle fasse gaffe à ce qu'elle mangeait comme aliment santé pour bien allaiter son enfant. Dans de très nombreuses civilisations, il y a cette idée de la silhouette soi-disant parfaite pour procréer, à savoir la silhouette en sablier avec être mince partout mais grosse à certains endroits du corps, c'est-à-dire les seins pour allaiter, les hanches pour accueillir l'enfant. En fait, c'est une croyance complètement fausse. Il n'y a pas un siècle où il n'y a pas eu cette injonction. Et le seul moment en fait où on a eu une contre-injonction, mais qui en fait n'a fait que s'ajouter à la précédente, c'est le moment où les femmes ont voulu aller travailler et elles ont décidé de s'affiner et d'avoir des silhouettes androgynes. Et là, il y a eu un backlash qui a fait que les femmes se sont retrouvées avec une nouvelle injonction à être maigres. C'est un héritage patriarcal, mais qu'initialement, il n'y avait pas tant de différences physiques que ça. On n'a pas assez tenu compte de cette hypothèse-là pour expliquer le dimorphisme de genre, qui dessine les morphologies actuelles, à savoir que les femmes soient en moyenne plus petites que les hommes. On a sous-estimé le rôle des inégalités alimentaires, notamment d'apport en protéines, le fait que les femmes se soient... privées et qu'elles aient réservé la part du gâteau la plus grosse aux hommes, notamment sur les protéines, en fait. On a entretenu ce mécanisme-là à travers des habitudes sociales qui ne relèvent d'aucune, qui n'ont aucune autre raison d'être que des croyances sociales bien installées, à savoir par exemple ce que relève l'une de tes invitées aussi, que les femmes vont moins aller vers un homme plus petit ou plus mince qu'elles. La plupart des femmes sont grossophobes aussi en fait. Il y a quoi une grossophobie ambiante qui est assez généralisée, j'ai l'impression. Enfin, le fait de pas aimer les gros, t'as l'impression que c'est acté socialement. Et c'est fou, mais c'est fou et je trouve ça très courageux de leur part d'avouer en fait qu'elles ont intériorisé ça, parce que c'est pas évident déjà de le repérer. Et elles pèsent aussi sur les hommes. Les hommes, je pense, sont aussi sujets de la grossophobie. Il y a une de tes invitées qui dit d'ailleurs les hommes n'ont peut-être pas assez déconstruit justement les injonctions dont ils sont les sujets et les victimes.
Mais pour les femmes, il y a un truc qui est quand même incroyable, c'est à quel point déjà ça intervient tôt dans l'enfance. Je pense que les mecs sont aussi totalement sujets à la grossophobie, mais je pense pas que ça intervienne aussi tôt dans l'enfance et que ça soit intériorisé aussi tôt. Comment, toi, du coup, tu perçois ton rapport à l'alimentation, au boire, au manger, au cuisiner Comment tu perçois ça? Est-ce que tu perçois des contraintes, des oppressions? Est-ce que tu te sens libéré dans ton rapport à l'alimentation? Moi, j'ai pas tant de problèmes avec ça. Je me sens assez libre par rapport au fait de manger ce que je veux, boire ce que je veux. C'est toujours mon père qui a fait à manger à la maison. Ma mère, elle travaillait beaucoup, donc elle cuisinait pas. J'ai plus, on va dire, ce sentiment quand je suis pas très bien, quand je suis stressée, quand il y a des choses qui vont pas, je vais manger beaucoup de sucre. Manger beaucoup jusqu'à ne plus en pouvoir et après, c'est tout, ça passe. Toi, socialement, en tant que femme, tu te sens bien dans ton corps, bien dans ta bouffe, y a pas de souci. Il y a des femmes qui n'ont pas le même rapport à l'alimentation et qui se restreignent de beaucoup de choses. De pas manger de sucre. Moi, j'en ai dans mon entourage qui mangent pas de sucre parce qu'il faut rester mince. La femme doit être mince. Et donc, je connais beaucoup de gens qui se restreignent de manger des sucreries, quoi. Ou des trucs trop gras par peur de grossir, en fait. Parce que il faut pas grossir. Par rapport à la cuisine en elle-même, j'ai des souvenirs de mon père qui était pas forcément content quand les repas étaient pas goûteux ou assez cuisinés. Quand c'était pas des plats en sauce, par exemple, si c'était un repas fait vite fait, c'était pas vraiment à son goût, donc très très mascu. Ouais. Et du coup, de moi-même, c'est vrai que j'ai pris au tout début, je pense, quand j'étais plus jeune, quand j'avais la vingtaine, de prendre le temps aussi de faire à manger, de prendre le temps de faire des plats goûteux, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que en fait, ça me gonfle quoi, de faire à bouffer et de devoir suivre en fait ce schéma parce que ça me correspond pas. J'ai souvenir aussi que quand j'étais plus jeune, j'avais des périodes où je voulais pas manger. J'étais un peu plus ronde en étant jeune et j'avais beaucoup de remarques, par exemple de mes frères, parce que j'ai grandi aussi qu'avec des mecs. On était 5. Des mecs? Ouais. Ah ouais. Ouais. Et donc du coup, j'avais souvent des petites remarques, Bouboule, la grosse, ma grosse, c'était leur surnom affectif. Mais je pense que ça aussi, ça m'a peut-être impacté indirectement. Et il fut un temps où en fait je me suis stoppée sur la nourriture et je me suis essentiellement centrée sur les produits sucrés, enfin la malbouffe quoi finalement, peut-être pour retrouver un côté réconfortant là-dedans. Parce que ouais finalement peut-être c'était un peu anxiogène le regard qu'il pouvait porter sur mon corps et le corps aussi de façon générale sur les femmes quoi. Tu dis Bouboule, ma grosse, en mode affectueux, mais c'est pas si affectueux que ça quoi. Non, au final non, quand on prend du recul et quand on prend de la hauteur sur tout ça, on se rend compte que finalement, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, même eux, ils ont pas réellement conscience en fait de l'impact que ça a pu avoir. Et après voilà, moi aussi j'ai pris des distances donc du coup avec mes frères. Mais ouais, je pense que ça a eu un impact par rapport, par exemple, au décès de ma mère qui est arrivé quand j'étais plus jeune. Étant la seule nana à la maison, et j'ai dû reprendre plus ou moins le rôle qu'elle avait. Ça m'a même été plus ou moins inculqué par ma grand-mère. Là, on est dans la transmission du coup d'un rôle patriarcal de la femme qui fait à manger. T'avais quel âge quand t'as dû récupérer le rôle de faire la tambouille J'avais 13 ans, donc j'étais encore jeune quoi finalement. Je l'ai pas vécu mal finalement sur le moment parce que pour moi c'était comme un devoir étant donné que j'avais grandi dans ce schéma-là depuis toujours. Et plus les années sont passées et en fait plus j'ai réalisé tout ce que ça pouvait avoir comme impact sur moi et ma propre vie. Et au point où je me suis cassée de chez moi quoi. Ton émancipation, ça a été du coup de te casser pour refuser de faire la popote pour la popote pour les mecs. Ouais, c'est ça, et pouvoir réellement prendre le contrôle de mes choix en fait, de ce que je voulais manger et comment je voulais manger. Parce que j'en avais peut-être aussi un peu marre de faire de la bouffe extra grasse parce que les mecs qui sont toujours dehors ou quoi ont besoin de plats qui tiennent au corps. J'aime toujours faire à manger mais pas forcément les plats dont j'étais habituée. J'ai des périodes où maintenant si j'ai pas envie en fait je m'en fous. Je me sens plus obligée.
On parle notamment dans ce documentaire de ce livre, du coup, Mangeuse, qui parle de gourmandise. Est-ce que vous avez l'impression, en tant que femme, que vous avez été coupée ou privée d'un certain rapport à la gourmandise? Et cette question, je la trouve sympa parce que personnellement, moi, j'ai jamais été restreinte au niveau des goûters, etc. Attention quand même parce que une femme doit être belle, élégante, élancée. Elle doit faire attention à elle, prendre soin d'elle, comme si tout finalement tournait autour du corps et à l'apparence qu'on peut dégager en fait. Et je me suis jamais sentie privée. Que ce soit mon entourage ou les hommes qui sont autour de moi. Mais des remarques, on en entend toujours par rapport aux femmes. Les femmes qui sont un peu plus fortes, généralement les hommes vont dire qu'elles sont moins attirantes. On entend toujours des remarques. Ou alors les femmes qui sont du coup un peu plus fortes que les autres et qui vont par exemple, on va les voir manger un fast-food ou une sucrerie. Tout de suite, les hommes ils vont faire une remarque dessus, c'est obligatoire en fait. Ils se sentent obligés de les dévaloriser. En fait, quand on n'est pas dans les standards, les hommes se sentent obligés à chaque fois de faire des remarques en fait. Genre, tu devrais manger un peu plus ou tu devrais manger un peu moins. Tu devrais faire du sport. C'est compliqué en fait de trouver sa place, je trouve, en tant que femme par rapport à l'alimentation parce que on a l'impression de jamais faire correctement les choses. Soit c'est trop, soit c'est pas assez finalement. Il est où le curseur? Et finalement, la question la plus importante, c'est mon corps. Moi, j'ai des souvenirs quand j'étais au lycée ou au collège, quand on rentre dans les vestiaires pour aller en cours de sport. Et ben voilà, les filles qui étaient un peu plus rondes ou même très très maigres, il y a toujours des remarques déplacées. T'as vu, elle mange trop, t'as vu, elle court pas assez vite parce que elle est trop grosse, elle peut pas faire de sport parce que elle va se casser un os. Enfin, c'est des choses j'ai déjà vu au travail par exemple, même en ayant 28 ans, entendre des collègues faire des remarques sur d'autres collègues qui étaient peut-être un peu rondes. Peut-être que c'est moins violent et peut-être un peu plus caché, on va dire, qu'à l'adolescence. Mais je pense que c'est toujours d'actualité. Parce qu'on entend, même si on se concentre sur les pubs, tu allumes la télé, ce que tu vois, c'est quoi? C'est des femmes qui sont toujours dans les standards du mannequinat, grandes, minces, qui suivent des régimes. On n'entend que ça. C'est omniprésent en fait. Où que tu sois, où que tu tournes la tête, tu vas forcément, moi je trouve, tomber sur quelque chose qui va te rappeler en fait que tu es une femme, tu dois être mince, tu dois être belle, tu dois plaire. Pas trop grosse, pas trop mince, toujours dans le... En fait, rien ne va jamais. Il y a pas longtemps, j'ai perdu pas mal de poids et j'avais des remarques tous les jours. Des mecs, hein. Genre... des hommes et d'autres femmes, mais qui ont cette idée très patriarcale, en fait. Qui me disaient, ouais, mais là, t'as trop maigri, il faut que tu manges plus. Mais en fait, si jamais je regrossis trop, on me dira, là, t'es trop grosse, il faut que tu manges moins. Sauf qu'en fait, je mange ce que je veux et quand j'en ai envie, et si j'ai pas envie, si j'ai pas faim, je mange pas. Si je maigris, en fait, ça regarde personne d'autre que moi. C'est ça. Et je rejoins du coup Emma par rapport à ça. Moi, c'est rigolo cette interview, mais j'ai été malade ces derniers mois. Ça a duré pas mal de temps et j'ai perdu 15 kilos. Et on me balançait tous les jours. Mais tiens, t'as beaucoup maigri. Qu'est-ce qui se passe? Faudrait que tu manges. Mange un peu plus gras. Ces personnes-là des fois se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent nous faire. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de limite et de contrôle sur cette thématique-là. C'était un plat ou un truc qui vous fait kiffer à manger J'adore la raclette. J'adore. Ouais, j'adore la raclette et j'adore aussi les burgers. Un truc bien viril, quoi. J'adore. Les lasagnes et les burgers aussi, j'adore. Taper un bon burger là, comme ça. Vous pouvez peut-être ajouter un truc ou... Peut-être par rapport à l'alcool. C'est personnel, hein. Ouais, c'est vrai. J'ai eu une période où je sortais d'une longue relation, j'ai commencé à refaire la fête, à picoler pas mal, on va dire, et puis j'avais 20 ans. J'avais l'impression que c'est plus mal vu que les femmes boivent beaucoup plutôt que les hommes. Les hommes, c'est carrément totalement décomplexé. Parfois, quand une femme boit,
on peut très très vite l'assimiler à une femme facile à avoir en soirée ou autre. Et ça a peut-être un côté malsain, voire dangereux selon les personnes avec qui on se retrouve, je trouve. Laissez-nous tranquilles, bordel. En général, ce sera la conclusion. Ouais, lâchez-nous les baskets. Et complètement. C'est ça. Je me rappelle que quand j'étais petite, je voulais pas avoir des seins, je voulais pas avoir des hanches. Et donc je me suis mise au régime vraiment mais hyper jeune, enfin vraiment dès l'âge de 12 ans parce que j'avais pas envie de développer les attributs de la féminité, ça me gênait en fait, j'aimais pas me promener dans la rue et qu'on me siffle, on n'a pas envie, même face à son père, face à son frère, enfin il y a quelque chose qui est très gênant quand on commence à avoir des seins alors qu'on est encore une petite fille, c'est très bizarre, on se met à se faire draguer alors qu'on se sent pas du tout sexualisé, c'est très étrange, on développe une sorte de pouvoir en fait parce que les regards se tournent sur nous quand on a des seins, mais c'est un pouvoir dont on sent très vite qu'il est piégeux. Et je pense aussi à une de tes invitées qui s'appelle Laura, je crois, qui dit que on l'a appelée Bouboule, petite grosse et tous ses grands frères l'ont appelée comme ça. Bah, c'est ce que je dis dans ton bouquin, c'est qu'au final, c'est une violence sociale systémique. Bah ouais. Même si c'est pas grave, en fait, ça intervient dans ta tête à tous les moments. Il y a plein de moments, en fait, où tu penses à ça et où t'es en train de... Tu fais pas autre chose, quoi. Tu mets pas ton énergie dans autre chose. Dans les témoignages que tu as recueillis, ce qui est fort aussi, c'est que on trouve pas mal de sources d'espoir en fait. On trouve des vraies clés de comment se réconcilier avec la nourriture quand on est une femme et qu'on a ce conflit tellement ancien et tellement réactivé de plein de manières possibles aux différents moments de la vie. Ça passe beaucoup par le sens qu'on y met. Justement parce que comme on a été exclus, enfin les femmes ont vraiment été historiquement exclues de mettre du sens dans la nourriture. En fait, elles sont condamnées à en faire une tâche répétitive qui n'a pas de sens. Et c'est fascinant de voir un œuf qui se transforme selon la cuisson. Et il y a quelque chose de l'ordre de la pensée, de l'intelligence. Et on devrait transmettre cette pensée-là et on devrait écrire là-dessus. C'est ça la gastronomie, c'est donner du sens à ce qu'on cuisine en y apportant un savoir, une érudition, une philosophie, des commentaires, une écriture, un savoir aussi qui permet de sourcer les produits, de les connaître, de savoir ce qu'ils apportent et tout ça. Je parle beaucoup de la gourmandise et de la façon dont en fait la gourmandise a toujours été réprimée dans nos sociétés et encore aujourd'hui. Enfin, c'est, tu vois, un gamin gourmand, si c'est un mec, ça va passer. Si c'est une petite fille, c'est moins bien. Enfin, c'est encore traditionnellement, c'est ancré, quoi. En fait, ce que j'ai repéré, il y a une sociologue notamment qui a vraiment mené l'enquête des plaisirs alimentaires dans les entourages nourriciers, quoi. Et qui a repéré que les filles, dès l'âge de 3 ans, sont poussées à la gourmandise. C'est comme une façon de les pousser à leur nature profonde, parce que les filles sont considérées comme plus gourmandes, comme plus vulnérables face au péché de gourmandise que les hommes. Ça, c'est vraiment, dans la théologie, c'est hyper présent. Et donc, elles sont poussées à la gourmandise, et en même temps, elles sont poussées à la frustration. C'est vraiment l'image, dans La Comtesse de Ségur, c'est hyper présent. C'est l'image de la petite fille qui peut pas s'empêcher de mettre sa main dans le pot de confiture et hop, on lui tape la main. Donc c'est la frustration. Là où les petits garçons sont poussés à la curiosité, à l'hédonisme, à la découverte des saveurs plus complexes, vivre entourés de gens qui mettent la nourriture au cœur, de la production alimentaire au cœur de leur vie. Et donc au moment où je mange, je sais qui a préparé le pain. Et je sais qui a préparé le houmous chez lui avec ses mains et tout ça. Là, en fait, ça donne du sens. Donc, ça donne un sens qui n'est pas celui de l'injonction sur ce qu'on mange et sur toutes les croyances rattachées à ça. Mais ça donne un sens, qui est une vraie intelligence collective, quoi. Et si en plus, tu y ajoutes un autre sens qui est celui, comme dit Leïla, de politiser la nourriture, à savoir d'en faire quelque chose pour... que notre corps dure plus longtemps, là ça devient carrément un sens qu'on crée nous-mêmes et qui est pas celui qu'on nous a imposé avec des siècles de croyances débiles sur les corps féminins doivent ressembler à ça, pour procréer ils doivent ressembler à ça, pour allaiter ils doivent ressembler à ça, pour les femmes doivent pas ingérer d'alcool, toutes ces règles qui n'ont pas de sens et qui sont des règles genrées très très infériorisantes pour les femmes et très enfermantes. Je m'appelle Julia et je suis avec ma sœur. En fait, on a eu des moments forts aussi partagés toutes les deux avec l'alimentation. Mon rapport à l'alimentation, je pense qu'il
il est pas très serein, on va dire. J'ai eu des périodes où j'étais beaucoup plus ronde que ça. Et j'ai réalisé plus par le regard des autres maintenant sur mon corps, que quand ils me voient, ils me disent oh, « Non mais attends, t'as fait un régime alors que j'ai rien fait ». Mais du coup, je me suis rendu compte que j'étais perçue comme ronde auprès de beaucoup de gens jusqu'à il y a pas très longtemps, quoi. J'avais une quinzaine de kilos de plus, je pense, mais du coup, je me percevais pas vraiment comme quelqu'un qui devait faire un régime, tu vois. J'ai pris la pilule, tout ça, donc ça a fait en sorte que j'étais plus ronde que maintenant. C'est le regard des gens maintenant qui me revoient et qui m'ont pas vue depuis longtemps et qui vont me dire oh là là, mais c'est incroyable, et ça, et tout ça, alors que je me percevais pas comme ronde. Enfin, tu vois, et du coup, ça me fait encore plus de mal parce que je me dis, mais en fait, moi, j'ai pas attaqué de régime, je n'ai pas fait quelque chose pour perdre du poids. Et du coup, les gens me renvoient comme si j'avais fait un truc formidable. Bah, comme si c'était une ex-grosse. Et un peu, oui. Et du coup, je me suis dit, attends, faut que je revoie des photos. Donc oui, j'étais un peu plus ronde. Bon, bah, j'avais aussi des joues d'enfant, tout ça. Mais oui, j'ai perçu, en tout cas, je me suis dit, oui, là, d'accord, ok. En fait, j'avais pas la même vision, même des gens, du rapport au corps. Pareil, de grandes phases de gourmandise, je pense vers le collège à peu près, où du coup le corps aussi prend peut-être vite, pas forcément la pilule, mais j'étais bien plus rondouillette aussi à cette époque-là. Et après, mon rapport a un peu fluctué à l'alimentation, petite phase anorexique au lycée. Et du coup qui a duré peu de temps, hein. Je pense que ça a été une année à peu près, mais qui a après changé mon rapport pendant longtemps à l'alimentation. Cette peur de reprendre du poids. Je pense que de base, c'est né d'un mal-être à un moment donné au lycée, un petit conflit entre copines, etc. Et ça a été un peu une revanche de me dire, bon bah voilà, cet été, je vais perdre du poids, me sentir mieux, et ça me donnera plus d'aplomb pour après. Au début, c'était pour perdre un peu de poids. Et ensuite, je pense que j'ai perdu dans l'été peut-être 10 kilos. J'étais à 50 à 55, peut-être à 45 kilos. Après, on les remarques qui s'en suivent. Parce que c'était pas forcément fait d'une façon volontaire au début, et c'est parti vers une pure anorexie où je me voyais plus du tout mincir. J'avais une dysmorphophobie où je me voyais pas du tout à ce poids-là. Donc après, j'ai mis à peu près 1 an à me priver d'une privation pure, l'obsession. Enfin, je pensais au prochain repas avec envie et en permanence. C'était toute ma journée était rythmée par le fait d'avoir hâte d'avoir mon prochain repas, parce que ça allait être un petit plat de céréales ou alors j'allais manger un quart de ce qu'on allait servir aux autres. Et ensuite, ce qui me gênait à l'époque, mes rondeurs me gênaient, donc je me cachais. Avec l'arrivée de mes formes, etc. aussi, ça m'a gênée quelque part, parce que au plus on a de poids, au plus on va avoir de poitrine. J'ai un peu mal accepté aussi mon corps féminin à cette époque-là. Du coup, c'est mon corps anorexique qui m'a créé une gêne, parce que on me parlait toujours de mes bras qui étaient très très fins, ou mes jambes. Donc en fait, après, j'ai recommencé à cacher mon corps. Soit il y a trop de forme, soit on n'a pas assez, mais il n'y a aucun moment de satisfaction. Tu peux pas avoir la satisfaction de manger, ni de pas manger, ni de... Ouais. Et paradoxalement, ça me gênait d'être trop mince, et en même temps, à travers le regard des autres, mais moi, face au miroir, je voyais pas forcément cette maigreur-là. C'était plutôt pour le cacher pour les autres, surtout. On est 3 sœurs, et toutes les 3, en seconde, je crois, à des âges différents du coup, on a eu une période anorexique, où on a perdu chacune, je pense, une dizaine de kilos. Nous, chez nous, il n'y avait pas de règles par rapport à la bouffe. Nos parents, ils nous ont jamais limités, c'était... Il y avait en fait un tiroir à biscuits tout le temps, accessible. Donc par rapport à des copines où vraiment c'était l'enfer, on avait des copines où le goûter était hyper millimétré, il fallait pas dépasser, et du coup nous on n'était pas du tout habitués à ça. On a eu cette même phase à peu près au même moment de notre puberté, où d'un coup on s'est mis à prendre du poids. Moi en plus ça a été couplé avec la prise de pilules qui me donnait un appétit illimité. Donc je n'étais jamais rassasiée. Donc j'étais devenue semi-boulimique en fait, parce que je mangeais tout le temps, je devais me cacher pour manger. Et on a eu toutes les 3 donc cette phase-là où on a pris du poids, et après tu réalises que tu prends du poids. Et toutes les 3 on a eu la phase d'anorexie en fait, où on a perdu beaucoup de poids. En fait on a été nombreuses à vivre cette période où tu perds beaucoup de poids, et surtout pendant l'été, parce que t'es un peu... tu peux contrôler ton alimentation, t'as pas la cantine. Poids, du coup, Voilà, tu te fais perdre beaucoup de poids, et du coup on était beaucoup à revenir après les vacances avec perdu plein de kilos, mais ça me semblait limite une phase normale de l'adolescence où... Beaucoup de surveillance des corps, notamment entre meufs elles-mêmes, quoi. Mais j'ai été plus du moins critiquée, peut-être en étant... critiquée, oui, quelque part, parce que c'est tout aussi dur parfois d'assumer une maigreur que quelques rondeurs. Donc, du coup, tu
Tu peux pas être trop mince, pas être trop grosse. Après, moi, tu vois, par exemple, ça a commencé quand j'étais petite, puisque j'étais une petite assez gourmande, donc je mangeais beaucoup, tout ça. Et j'étais pas mince, mais j'étais pas non plus grosse, quoi. J'étais une petite avec un peu de forme. Et je sais pas, je pense que je devais avoir 7 ans. À un gala de danse, on devait jouer des genres de petites poupées comme ça, là, allongées par terre. Et les plus grandes devaient venir nous prendre dans les bras. Et en fait, moi, la plus grande qui devait me prendre dans les bras, elle a dit à sa pote « Ah putain, à la flemme, je me tape la plus grosse. » Et j'étais en train de faire semblant de dormir, en train de pleurer, en me disant oh, « Mon Dieu, je veux plus faire ça et tout. » Et après, je me rappelle que à l'école, tu sais, on avait des bancs dans la cour. Et quand j'étais en short, je levais mes cuisses comme ça pour pas que mes cuisses fassent comme ça et qu'on voit mes formes, en fait. Tu vois, mais j'étais en CE1. Et du coup, oui, à partir de CE1, déjà, je trouvais que j'étais plus grosse que les autres. Donc, je passais mon temps à me dire, mais j'envie trop le corps de un tel, elle a des jambes super fines. Et encore maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai une obsession pour la taille des jambes. Je passe mon temps à regarder ça chez des femmes, à regarder constamment le corps des femmes. Et j'avoue, à pas trouver ça beau, un corps de femme ronde, en fait. Tu vois. Et puis j'ai même moi toujours été un peu attirée par la maigreur, c'est parce que déjà par rapport au défilé, aux façons dont les vêtements sont portés, je trouve ça à chaque fois plus joli. Et je m'en veux de le penser. Maintenant, on a d'autres modèles, je sens que ça me fait du bien. Mais tu vois, même moi, les mannequins grande taille, par exemple, ça m'a pas du tout fait du bien. Parce qu'en fait, je trouve que mon corps gros ne ressemble pas au leur. Et vraiment, ce n'est pas harmonieux. Je ne prends pas de seins. Je ne prends pas de fesses. En fait, je vais prendre dans mon ventre, donc je peux plus mettre de pantalon. En fait, je vais pas avoir un corps gracieux pour moi à mes yeux quand j'ai pris du poids, tu vois. Mon corps féminin m'a toujours un peu gênée. J'ai même longtemps pensé à me faire retirer de la poitrine et autres parce que je me reconnaissais pas dans la sexualisation de ce corps-là. Ça m'a beaucoup gênée et du coup aujourd'hui, je suis toujours plus attirée par un corps qui est très rachitique. Pas attirée. J'envie les filles qui sont souvent très rachiques avec très peu de poitrine et autres. Et j'ai eu peur à l'inverse d'être dans le manque. Donc j'ai même souvent plus du tout eu envie d'avoir la sensation de faim. J'ai vraiment toujours même je prenais toujours des petits encas sur moi, etc. Je voulais plus sentir cette sensation de faim qui m'avait vraiment usée. Et puis aujourd'hui je dois avouer que tout va mieux. J'ai un rapport à l'alimentation qui s'est quand même assaini. J'ai plus peur, je suis éloignée de cette phase-là, j'ai moins peur de manquer. J'ai pris la pilule pendant des années sans que je le prenais pour l'acné de base. Donc c'était une pilule qui, en effet secondaire, peut te couper la notion de satiété. Ce qui était mon cas. Et en fait, c'est pour ça je pense que de fait, il y a des femmes qui prennent la pilule et qui prennent du poids hormonalement. Mais il y en a aussi beaucoup qui ignorent que en fait, tu perds cette notion de satiété. Moi, tous les repas chez des gens, c'était une angoisse parce que j'avais tout le temps faim, en fait. Donc, j'attendais la fin du repas chez ma mère pour aller continuer de manger. J'avais tout le temps faim. Ça fait aussi partie des choses que j'essaye de ne plus faire, de parler du poids de la personne. Ça, surtout de base, ça se fait pas en fait. Mais moi, c'est d'où tu te permets de. Moi, je leur dis donc, t'as pris du poids, t'as perdu du poids. Enfin, vas-y, mais mêle-toi de ton cul. En fait. En fait, t'as beaucoup de gens qui me disent ça. Hein. Je l'ai dit à une pote, alors qu'en fait, elle m'a jamais parlé de projet de régime. Et j'ai dit, ça te va bien. Et en fait, elle a des problèmes de santé, quoi. C'est vrai que si je perds quelques kilos, on va toujours me le faire remarquer, et presque quotidiennement. T'as minci. Du coup, quand je l'entends plus, je me dis, j'ai dû prendre du poids. Puis surtout que, en effet, Léa et moi, je pense qu'on a aussi un truc où l'alimentation, ça a été beaucoup une source de réconfort. Ouais, bien sûr. Tu vois, quand on a perdu notre père, on a des scènes un peu de nous deux par terre dans la cuisine en train de bouffer. En train de se baffrer, en fait. Ça, la nourriture, c'est un doudou aussi, quoi. Oui. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est à nos âges, c'est peut-être plus compliqué encore pour une femme d'être en surpoids, peut-être que pour un homme. Mais c'est mon avis, j'entends plus d'amis à moi qui seraient moins dérangés par une petite bedaine que... Les hommes ont ouvert peu de sujets encore. Je pense que peut-être que c'est un sujet dont on parlera bien plus dans quelques années si demain, eux aussi prenaient la parole sur leur rapport à leur poids et autres. Hein. Moi, j'ai beaucoup entendu des copines, par exemple, se dire qu'elles ne supporteraient pas d'être avec quelqu'un de plus maigre qu'elles. Donc un peu ce rapport t'es obligé d'avoir un corps qui te protège, et pas supporter que le corps de l'homme soit plus frêle
que celui de la femme, enfin, tu vois. Tiens, vous parlez de l'anecdote de votre frère, du coup, qui... votre gourmandise le dégoûte, visiblement. Il associe ça à quelque chose de féminin. Et ça, je pense qu'à tort, t'as beaucoup de gens qui croient que la gourmandise, c'est féminin. Notre frère est souvent dans le contrôle. Il règle très bien sa vie, tout est bien millimétré. Et je pense que pour lui, ça fait un peu écho au laisser aller. Enfin, en effet, même moi, j'ai une tendance à, si je fais à manger pour mon copain, à faire beaucoup plus pour lui. À lui... Ou je sais pas s'il y a des restes, un peu à envisager les restes plus pour les hommes que pour les femmes. Enfin, même les petites filles sont moins nourries que les garçons, quoi. En jugement positif qu'on peut voir, nous, dans notre fratrie, c'est que nous, on est tous végétariens. Le végétarisme, en fait, ça va être beaucoup plus acceptable pour une femme que pour un homme, parce qu'on se dit qu'il va manquer de protéines pour ses muscles et tout. Moi, on m'a jamais fait de remarques là-dessus. On va plutôt faire des carences, parler de carences, mais générales. Alors que je sais que mon frère, il a plus eu ce truc-là sur... il fait du sport et du coup, comment tu peux prendre du muscle en faisant du sport et en mangeant pas de protéines, tu vois. Dans notre famille, où il y a eu principalement des femmes qui ont perdu leur mari tôt, la cuisine était un lieu, l'épicentre de la maison. Et du coup, la cuisine de ma grand-mère, où il y avait ma tante, ma mère en train de faire le café, enfin les femmes, c'est l'endroit de tous les secrets familiaux. Et du coup, il y a des hommes de la famille qui découvrent des histoires maintenant, mais parce qu'ils n'ont jamais été dans la cuisine familiale. Moi, je t'avoue que c'est pas très fun, mais j'adore les soupes. Je trouve que c'est un plat réconfortant, c'est plein de légumes. Même en été, tu peux faire du gazpacho. Oui, c'est vrai. Tu vois. Puis c'est un plat qui peut vite devenir un plat convivial, tu peux en faire pour plein. Je suis pas une grande cuistot, donc ça sera au plus simple. Une petite purée avec des knackis végé. Et après des petites coquillettes, beurre, un peu de sel, un peu de poivre. Oh, c'est très et là, simple, je pense que c'est tout simple et réconfortant. Coquillettes. Que demander de plus? C'est ça. Très simple et réconfortant, je vous le conseille. Toi, du coup, c'était un de tes objectifs quand t'as écrit ton livre, c'est de politiser l'alimentation. Et... Ouais. Je dirais pas que c'était mon objectif au départ, parce que si, c'était de politiser la chose, mais plus dans le sens de déconstruire les mythes anciens et d'essayer de comprendre l'histoire de cette culpabilité dans laquelle les femmes étaient enfermées. J'ai vraiment découvert à travers justement les mouvements actuels. Notamment, on peut dire écoféministe ou on peut dire d'autres termes parce que l'écoféminisme, tout le monde s'y reconnaît pas, mais il se trouve que c'est quand même beaucoup les mouvements inclusifs, progressistes, féministes qui sont au front de ces valeurs-là et qui sont dans une alimentation plus consciente, plus durable. Depuis que mon livre est sorti, c'était un peu la surprise parce que c'est pas un aspect que j'ai forcément creusé dans Mangeuse, à part à la toute fin du livre où je te dis, j'ai eu cette lumière-là de me dire en fait c'est par là qu'on va pouvoir vraiment politiser l'alimentation, mais dans un sens choisi, d'abord en déconstruisant les croyances, mais aussi en apportant le sens que nous on veut y mettre. Et c'est vraiment en découvrant justement tous ces mouvements comme tu dis, d'agricultrices, de vigneronnes, de productrices, de maraîchères. Donc là, le genre au féminin, évidemment, il n'y a pas que des femmes, mais il se trouve que les femmes sont quand même très très à l'avant-garde de ça, et c'est quand même des mouvements qui sont portés par des valeurs inclusives, progressistes et féministes. Il y en a plein qui me disent ça, qu'elles se sont mises à travailler dans l'alimentation parce qu'elles ne mangeaient pas, parce qu'elles avaient des TCA. Ça a été le cas de plusieurs femmes chefs, de plusieurs femmes qui travaillent dans le milieu culinaire, qui m'ont dit votre livre m'a parlé parce que je me suis mise à travailler dans ce domaine précisément parce que je mangeais pas. Je pense que c'est une façon de mettre vraiment de trouver un sens, comme ce que te dit Maman, comme ce que te dit Leïla. C'est une façon de dire la société a voulu que je sois dans un rapport mortifère et morbide et surveillé et privatif à l'alimentation. En fait, je vais y donner le sens que moi je veux y donner, et donc il y aura des contraintes, mais ce sera mes contraintes. J'ai 44 ans, et que dire de plus, je suis mère de 2 enfants, et AESH accessoirement. J'ai un rapport très compliqué à la nourriture. Enfant, j'étais mince,
À l'adolescence, suite à un traumatisme psychologique, j'ai pris énormément de poids. Et ma mère, qui est obsédée par la maigreur, pas la minceur, la maigreur, pour elle, j'étais un monstre en fait. Il fallait que je maigrisse absolument. Ça a entraîné chez moi des troubles du comportement alimentaire, une anorexie mentale. Je peux dire en quoi ça consiste, l'anorexie mentale Je mangeais peu en cachette. Je me faisais vomir. Et au repas du soir, je disais que j'avais pas faim. J'étais en incapacité de manger devant des gens, même si j'avais faim. Ce qui m'a fait perdre 8 kilos en 5 jours à mon stage BAFA parce qu'on était en société avec plein de gens que je connaissais pas. Et on m'appelait la princesse parce que je picorais au lieu de manger, quoi. Et je simulais une alimentation, mais en fait, je mangeais pas. Et j'ai été obsédée pas par le fait d'être mince, mais par le fait de ne pas manger. Mon père, qui était un homme plutôt agressif et violent, m'a sorti une phrase qui me marque encore maintenant, me disant que j'avais pas droit à la parole parce qu'il m'engraissait et que j'étais qu'une vache qu'on engraisse. Et ça a entretenu aussi cette difficulté liée à l'alimentation. Pour moi, à cause d'eux, manger, c'était sale et dégradant, quoi. Le trouble alimentaire, il se module au fil du temps. C'est-à-dire que j'ai eu cette phase adolescente où je me nourrissais plus. Là, force est de constater que je me nourris puisque je suis en surpoids. Maintenant, je fais des crises de boulimie de sucre. Et j'ai toujours beaucoup de mal à manger devant des gens. C'est plus un comportement presque honteux. Compulsif, la nourriture, maintenant c'est compulsif, quoi. J'ai le sentiment que je sortirai jamais de ce trouble-là. Mon rapport à la nourriture pendant que j'étais enceinte, particulièrement de mon premier enfant, je considérais que, étant enceinte, j'avais le droit d'être grosse. C'était légitime. Et du coup, pendant ma première grossesse, j'ai perdu 10 kilos. Parce que j'avais un rapport apaisé à la nourriture. Et j'étais contente d'être ronde parce que c'était normal. Et du coup, j'ai perdu 10 kilos en mangeant, peu parce que je vomissais tout le temps, mais j'étais apaisée par rapport à ça. Mais c'est juste la phase de la grossesse qui m'a permis ça. Mon rapport à mes enfants par rapport à la nourriture, c'est une volonté de non-culpabilisation. Je veux pas que mes enfants y grandissent en se disant qu'ils sont laids parce qu'ils sont gros ou qu'ils sont détestables parce qu'ils mangent. Je veux pas reproduire ce que moi j'ai vécu de culpabilisation, d'humiliation. Je veux pas ça pour eux, quoi. Alors ce projet photo-là, il a été initié par le Festival du Peu qui m'a conviée à exposer. Et la thématique du festival, c'était la gourmandise. Et je me refusais à faire un truc banal, bateau. La gourmandise, c'est les bonbons, les gâteaux, tout ça. Et donc j'ai réfléchi à faire une série sur le cannibalisme. J'ai fait le gigot parce que c'était plus une critique de mon corps ou une tournée en dérision, ironiser en fait le rapport que j'ai à mon propre corps. Et je me disais que quitte à être grosse, autant me ficeler et ressembler à un gros gigot et prendre ça sur le ton de l'humour à la déconnade. Dans cette série, j'ai beaucoup travaillé aussi le rapport psychologique et les expressions qu'on peut avoir avec les enfants. Ah, toi, je te mangerai bien. Ah, t'es tellement mignon, j'ai envie de te manger. Il y a ce rapport à la bouffe dans le lien parental, parent-enfant ou même avec un enfant tout court. Et j'ai voulu le mettre en image. C'est pour ça que j'ai fait une photo qui s'appelle Bonne Maman, où je mange des embryons dans un pot de confiture. Toute cette série, elle tourne autour de la bouffe, mais d'une manière quand même assez violente, frontale. Et c'était un moyen d'exorciser ce que j'ai vécu, d'exorciser aussi qui je suis et le regard que j'ai sur moi et de le tourner, de faire un twist totalement dérisoire. Et je suis pas convaincue que la femme grosse fasse peur. La femme grosse dégoûte. Tu devrais faire du sport. Pas faire de sport, c'est être feignant. Probablement la société capitaliste qui veut pas voir le gros, mais c'est la société capitaliste qui le crée. Ma fille est en surpoids, est en souffrance de l'être, voudrait être dans la norme attendue, malgré tout ce que j'essaie de lui apporter, malgré le fait que je la valorise, que je lui dis qu'elle est belle, elle est en souffrance. Parce que la société lui renvoie cette image que non, t'es grosse et tu colles pas, quoi. Tu colles pas aux images attendues. Il y a du body positive. Pour moi, c'est du marketing. Je suis désolée. J'aimerais dire que ça n'en est pas. J'aimerais dire que waouh, c'est génial, trop bien, on peut s'identifier à ces personnes. Les personnes qui sont mises à l'image body positive, c'est plutôt des femmes qui ont des sous.
qui donc peuvent s'habiller. Comment on peut s'identifier à quelqu'un qui a l'argent pour se vêtir comme elle le veut, comme elle l'entend et comme elle se sent bien dans son corps, enfin dans ses fringues? C'est compliqué et une fois encore, on parlait de la société capitaliste. Le body positive est créé par le capitalisme, faut pas se leurrer. Ça fait vendre, ça fait bien. Ça fait bien, c'est comme mettre des personnes en fauteuil roulant dans des marques de fringues en espérant faire vendre, sauf que la personne handicapée, elle pourra jamais s'enfiler ses fringues toute seule en fait. Non, il n'y a rien qui est fait dans notre société pour les gros. Vraiment, j'aimerais que ça change, mais non. Qu'est-ce qui te fait kiffer dans la bouffe, ton plat préféré? Alors ma passion absolue, et c'est pas un truc que je cuisine alors que je cuisine énormément, c'est les œufs au plat de Haribo. Voilà, c'est des bons becs. J'ai une passion pour le sucre qui est vraiment... Je suis team croco, mais je comprends. Voilà, la team Haribo en force. Non, voilà, c'est mon bonbon réconfort quand j'ai un coup de mou, quand je suis déprimée. Mais j'ai des enfants, donc je suis obligée de les planquer. Ça y est, j'ai encore perdu l'appétit. Le mot de la fin, je pense, il va à ce bœuf bourguignon végétarien qui va totalement dans le sens de ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire donner un sens à quelque chose qui en avait peut-être un peu moins pour toi notamment qui est végétarien, tu vois, et en même temps garder qu'est-ce qui reste du bœuf bourguignon sans la viande. En fait il reste un ADN profond du bœuf bourguignon, à savoir la sauce très épaisse, le plaisir de cette cuisson lente, en fait il y a le Bordeaux que tu vas y mettre à travers toute la convivialité qu'elle véhicule, mais en y mettant nos valeurs, quoi. En fait, les petites remarques qu'on reçoit quand on est petite, si elles nous atteignent à ce point, c'est quand même qu'il y a une histoire à tout ça, quoi. Je pense que c'est comme le racisme, quoi. Je veux dire, si tu reçois une remarque raciste d'un coup, alors qu'il n'y a pas une histoire du racisme, ça paraît juste comme un cheveu sur la soupe. Enfin, tu vois, il y a un truc où on s'en fout, quoi. S'il y a un système raciste, s'il y a une histoire très ancienne du racisme, évidemment que la remarque raciste, même pour un individu, un petit enfant de 6 ans qui a jamais entendu parler de racisme et qui d'un coup est victime de ça le marque. En partant des mythes qui sont ceux que les hommes ont créés un peu pour que les femmes fassent peur, les femmes qui mangent fassent peur, quoi. L'ogresse qui risque de manger le mec si elle a pas assez à manger, tu vois, et ces mythes, ces représentations flippantes, en fait, dangereuses de la femme qui mange, elles sont hyper prégnantes dans notre esprit, quoi, au point qu'on s'en sert encore pour s'en sortir quelque part. C'est ça qui est dingue. Alors laissez-moi sans appétit, sans gazpacho, sans aioli, sans aucune bulle dans mon sirop. Mon appétit s'est noyé dans l'eau. J'ai perdu l'appétit sans faire gaffe. Moi, mon kiff à cuisiner et à manger, c'est le pain. Le pain? J'adore cuisiner le pain. J'adore ou les focaccia, les différentes sortes de pain, quoi, que ce soit des pains garnis avec des choses à l'intérieur. J'adore offrir du pain parce que ça pousse toute la semaine. Il y a quelque chose d'un peu, je trouve que c'est un vrai cadeau, quoi. Et j'adore le cuisiner, j'adore le manger, j'adore le tremper dans des tartinables. Donc ouais, le pain.